Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'Hubert Aquin. Hubert Aquin est un romancier québécois qui a publié surtout dans les années 60 et 70. De son vivant, il a publié seulement 5 livres, 4 romans et un recueil d'essais. Euh, Sa carrière littéraire commence en 1965 avec son roman Prochain épisode qui va avoir un effet monstre dans le milieu littéraire québécois. Ceci dit, son écriture commence pas à cette époque-là. Il va publier des textes dans des revues, il va écrire du théâtre, il va écrire du téléthéâtre, ce qui fait que les premières traces d'écriture qu'on a d'Hubert Aquin, ça remonte jusqu'à 1948. Ceci dit, c'est vraiment en 65 avec ce roman qui va avoir une marque dans le monde littéraire. Prochain épisode est un roman résolument moderne. C'est un espèce de faux roman policier dont je dirais l'enjeu, l'intrigue policière est un espèce de prétexte à l'écriture d'un roman. Donc vraiment l'intrigue, c'est l'écriture euh, plus que les personnages eux-mêmes. Ce livre-là a peut-être l'incipit le plus célèbre de la littérature québécoise. Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses. Donc cette première phrase-là va rester gravée des années plus tard. Maintenant, si on continue, encaissé dans mes phrases, je glisse, fantôme dans les eaux névrosées du fleuve, et je découvre dans ma dérive le dessous des surfaces et l'image renversée des Alpes. Entre l'anniversaire de la révolution cubaine et la date de mon procès, j'ai le temps de divaguer en paix, de déplier avec minutie mon livre inédit et d'étaler sur ce papier les mots-clés qui ne me libéreront pas. Donc, si le personnage est en prison quand le livre commence et il est en train d'écrire un livre qui désirait être une espèce de somme de la révolution. Parce que le personnage principal est lié au FLQ, qui en 65 est toujours actif, qui est un mouvement révolutionnaire québécois. Ceci dit, ce qui est décrit dans le roman correspond absolument à rien de ce qu'a vécu le FLQ. Le FLQ qui était des petites cellules un peu partout au Québec euh, qui ont commis des enlèvements, l'enlèvement d'un ministre, ils ont commis des attentats à la bombe, que ce soit des boîtes aux lettres, des monuments ou même des usines. C'est pas ça que raconte le roman du tout. Là, le personnage principal est à la recherche d'un espion fédéraliste en Suisse et souhaite le tuer. Euh, il le tuera jamais. Ça arrivera pas, donc on n'est même pas certain de savoir pourquoi il est arrêté. On suppose que c'est pour ses liens avec le FLQ, mais même ces liens-là sont pas clairs. Et c'est ce qui m'agace un peu d'Hubert Aquin. J'avais beaucoup d'attentes en lisant Hubert Aquin parce que j'aime beaucoup l'écriture euh, moderne, l'écriture volontairement esthétisante. Les premières phrases, on l'a vu, c'est très travaillé. J'aime aussi le parti pris pour la révolution. Alors je me suis dit, Aquin va tomber exactement dans mes cordes. Eh bien, la rencontre n'a pas eu lieu.
Et la raison pour laquelle ça n'a pas eu lieu, c'est que j'ai l'impression qu'il ne réussit pas à saisir le sang, la vitalité du projet révolutionnaire. Ça devient un artifice littéraire derrière lequel il se cache. Et j'ai l'impression que tout au long de son œuvre, il va se cacher comme ça derrière des artifices littéraires. Après prochain épisode, il va publier 2 autres romans, Trou de mémoire et Antiphonaire, publiés quasiment coup sur coup, qui sont des romans, je dirais, à trucage. Hein? Lorsque Trou de mémoire commence, on a en guise d'avant-propos. Et c'est adressé à Monsieur P.X. Magnan. Et c'est une lettre qui est signée, attendez, je vais vous l'amener, par Olympe Ghezo-Quennum. Les deux sont des personnages du livre. P.X. Magnan est un militant africain et la première moitié du livre, ça va être un manuscrit qu'il a écrit, qui a été retrouvé. Et là, on a une espèce de pluie de notes de bas de page, écrit notes de l'éditeur. Faut comprendre que c'est pas l'éditeur Bibliothèque québécoise, mais l'éditeur du roman, qui est lui-même un personnage. Et là, une fois que ce manuscrit-là est terminé, l'éditeur va lui-même prendre la parole et ça s'embrouille et on voit pas à quoi servent les artifices. Moi, je suis toujours prêt pour un bon artifice littéraire, mais il faut qu'il y ait une raison d'être, il faut que ça mène en quelque part. Je vais vous lire un passage qui, pour moi, montre un peu le problème de Trou de mémoire. Donc, c'est l'éditeur qui parle. « Ah, bien sûr, m'objectera-t-on, un romancier a beau imaginer les événements et les personnages les plus invraisemblables, il manipule inévitablement des parcelles de réalité. L'imagination littéraire, on le sait, n'est jamais pure de toute coïncidence avec la réalité. Je le sais mieux que quiconque, et je n'ai pas besoin de posséder par cœur la clé de toutes les constructions romanesques pour savoir que nul écrivain n'invente à partir de rien. Qu'il l'avoue ou non, il ne peut pas faire autrement qu'utiliser des points de départ dans le réel, et je n'échappe pas à cette loi. » Donc, on a une espèce de discussion sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, dans un de ses romans, il va commencer avec une citation de Kierkegaard où il dit « Il faut à la fois que j'existe et que je n'existe pas ». Et c'est ce qui fait le problème d'Aquin. On a l'impression qu'il joue à ne pas exister. Avec l'antiphonaire, on a un personnage qui est spécialiste d'un médecin du 16e siècle et qui travaille sur le manuscrit. Et là, on passe de son histoire à elle à l'histoire d'une autre personne qui, elle, habite en même temps que le manuscrit au 16e siècle. Et là, la première personnage va parler de la deuxième. Pauvre Renata Belmisieri, mon double. Cette jeune fille qui me sert de personnage victime quand je tente, par projection, d'imaginer et de figurer une femme en proie aux spasmes récurrents de la crise d'épilepsie. L'épilepsie va être l'enjeu de l'antiphonaire. Dans ces deux romans-là, il y a des allusions au suicide, il y a des scènes d'agression sexuelle. Mais encore là, on ne ressent pas le trouble.
Et c'est drôle parce qu'Aquin il parle d'une espèce de fureur tout le temps, mais on sent qu'il n'arrive pas à la mettre à l'avant. Puis j'ai l'impression qu'une des raisons pourquoi il ne la met pas à l'avant, c'est parce que lui-même met pas sa peau sur la table. On sait qu'Aquin s'est suicidé en 77. Donc les œuvres sont les œuvres d'un suicidé et il est question du suicide. Mais j'ai l'impression que la vraie raison de son suicide, elle apparaît jamais. Elle est toujours cachée derrière les artifices qui se présentent. Le dernier roman qu'il va écrire, Neige noire, à mon sens, c'est son plus réussi. Où là, il y a quelque chose de plus touchant. L'histoire d'un garçon qui veut écrire un film et le livre, le roman, est lui-même un peu écrit comme un scénario. Et il est question de la pièce Hamlet de Shakespeare. Donc, il joue dans un espèce de téléthéâtre shakespearien tout en voulant écrire un scénario. Et je pense que c'est ce qui est réussi dans Neige Noire, c'est qu'il réussit à la fois à mettre son travail de romancier et tout le travail qu'il a fait dans le domaine du théâtre et du téléthéâtre ensemble. Et puis ça fonctionne. Et là, on a les deux des personnages, Sylvie, qui est l'amoureuse du personnage principal, et Nicolas, qui est le personnage en question. Sylvie, à quoi penses-tu, mon amour? Nicolas, je regarde le fleuve. Je crois que nous nous en éloignons maintenant. Tiens, approche. Elle se penche sur lui, place délicatement sa main sur sa verge en érection et l'autre sur son genou. Elle colle sa figure au hublot et regarde. Sylvie, c'est tout juste si on voit le fleuve au loin. Nicolas, je ne te fais pas mal? Nicolas, au contraire, reste sur moi. Tu ne peux pas deviner tout le bien que tu me fais. Donc, on commence à se poser avec Neige Noire. C'est peut-être pour ça que ce sera son dernier, malheureusement. Avec son écriture romancière, Hubert Aquin va avoir aussi une forte écriture essayistique. Il va faire partie de la revue Liberté. Il va faire partie de la revue Parti pris, qui sont des revues importantes dans les années 60. Après sa mort, on va publier Bloc erratique, qui est un recueil de plusieurs des articles qu'il a publiés en revue. De son vivant, il va publier Point de fuite, qui mélange des essais avec des nouvelles, des espèces de jeux littéraires. Dans Bloc erratique, dans son écriture politique, il y a des passages qui sont très forts, où il va mettre le doigt sur certains problèmes qui sont propres à ce qu'on appelle à l'époque les Canadiens français, qu'on va appeler aujourd'hui les Québécois, mais à l'époque c'était encore les Canadiens français. Le Canada français, culture fatiguée et lasse, traverse depuis longtemps un hiver interminable. Chaque fois que le soleil perce le toit de nuages, qui lui tient lieu de ciel, ce malade affaibli et désabusé se met à espérer de nouveau le printemps. La culture canadienne-française, longtemps agonisante, renaît souvent, puis agonise de nouveau, et vit ainsi une existence faite de sursauts et d'affaissement. C'est quand même très bien, c'est beau, c'est réussi. Le problème, c'est que pour toutes les lumières politiques qu'il a, il ne peut pas s'empêcher de retomber dans des espèces d'embrouilles littéraires où il joue, encore une fois, l'espèce de mime littéraire qui joue et qui se cache. En me désaxant ainsi de la littérature, je me disqualifie moi-même et condamne d'avance ce que j'écris à n'être qu'une expression infidèle
de mon refus d'écrire. Or, ce qui caractérise les œuvres littéraires, c'est la nécessité formelle, l'urgence invoquée par les auteurs. En dépit des protestations récurrentes de non-formalisme, les écrivains sont d'abord formalistes, en ce sens que les formes qu'ils utilisent sont des suppôts de leurs existences. Elles fondent l'unicité des auteurs. On voit ce type de jeu qui reste habile. Il manipule bien les artifices, mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, il nous prive d'une part de lui-même, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas goûter Hubert Aquin avec le même plaisir que quelqu'un comme Marie-Claire Blais ou Régent Ducharme. Alors, Hubert Aquin est un grand écrivain, mais qui malheureusement, malgré ses tragédies internes, reste en surface.